Je vous avais prévenu que le Parménide, c'est un des textes les plus costauds, les plus abstraits, les plus métaphysiques, les plus compliqués. Pas simplement de Platon, mais de toute la philosophie occidentale. Mis à part peut-être quelques pages de Kant, de Hegel ou de Heidegger. Bon. Voilà. Donc aujourd'hui, nous nous attaquons à un gros morceau. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, il n'y a pas. Comme ça, vous pourrez vous reposer. Vous pourrez vous reposer, méditer sur les 9 hypothèses de Parménide, sur l'un qui est, qui n'est pas, qui est ou n'est pas, qui est et n'est pas, etc., etc. Et ça nous redonnera du courage pour le sophiste, que l'on verra la prochaine fois. Bon, voilà. Je préfère prendre les devants. Au cas où vous ne comprendriez peut-être pas tout de ce que je vais vous raconter et de ce que je vais vous lire. Donc, c'est normal. C'est normal, voilà. C'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que... Ne commence pas à déformer mes paroles, Jacqueline. Si je le fais, c'est que j'ai une confiance totale dans la capacité de... Voilà. Et puis on va essayer, hein, on va se donner du courage. C'est pour ça que je le fais avec vous, pour aussi me donner du courage à moi. Parce que lire le Parménide tout seul, c'est pas évident. Et peut-être que vous le relirez jamais plus, donc profitez. Alors, le Parménide, ou Parménide, qui est sous-titré sur les idées ou sur les formes. Hein, donc c'est un dialogue sur les idées. Et aujourd'hui, dans les traductions, on emploie beaucoup plus volontiers le terme de forme. Les idées forment. Hein, de toute façon, idée, ça vient d'un mot grec, eidos, qui peut se traduire par forme. Hein, donc, mais forme, voilà, avec un F majuscule, hein, puisqu'on est quand même dans le monde, hein, bon là, vous êtes rodés à ces notions, dans le monde intelligible. Donc, le Parménide va nous parler des idées et des formes. C'est un dialogue... Tu viens de nous dire que l'idée c'était forme, pareil, là tu viens de dire des idées et des formes. Des idées formes. Des idées et des formes, des idées formes. Alors, il va nous parler des idées... Non, le sous-titre c'est sur les idées ou sur les formes. Hein, donc, il va nous parler des idées formes. C'est synonyme idée forme. Hein, voilà, oui. Ça commence fort. Hein. Non, mais t'as raison, Dominique. Idée forme. Non, je le dis parce que dans les plus anciennes traductions de Platon, vous trouvez toujours le concept d'idée. Hein. Et maintenant, du fait de la retraduction de l'œuvre complète de Platon, voilà, c'est plus volontiers traduit par forme. Donc on va le considérer comme synonyme. Mais il est vrai que le problème du mot forme, c'est que ça nous induit parfois en erreur, parce qu'on a tendance à justement à associer le mot forme au monde formel. Ce qu'on entend dans le langage courant par le langage formel, c'est le monde sensible, hein, le monde des belles formes, le monde manifesté. Alors que là, on est bien d'accord que quand il s'agit des idées formes, il s'agit d'un principe, d'un archétype, d'un concept, d'un modèle. C'est vraiment quelque chose de métaphysique et d'abstrait. C'est pour ça que voilà, il faut prendre cette petite précaution pour ne pas se tromper de plan. Puisque là, ce dont on va parler ce matin, c'est voilà, comment se situer dans le plan intelligible, dans le plan sensible, et quel rapport surtout y a-t-il entre les deux. Donc si on commence à mélanger les plans, voilà, on est mal parti, quoi. Bon, jusque-là, ça va. Donc, le Parménide, ou sur les idées formes. C'est un dialogue
qu'on appelle du genre logique, écrit par Platon vers disons la fin de sa vie. C'est une œuvre vraiment de maturité qui fait partie du même ensemble que le Théétète, ça qu'on avait étudié l'année dernière, qui est un dialogue sur la science, pour essayer de définir qu'est-ce que la science, et qui va être suivi par les deux autres dialogues qu'on va étudier, le sophiste et le politique. Tous ces dialogues vont à peu près tourner autour du même sujet, qu'est-ce que la science, qu'est-ce que le monde des idées, qu'est-ce que le monde sensible. C'est une œuvre absolument majeure, même si elle est difficile, c'est pour ça que c'est intéressant de l'étudier, parce que c'est une œuvre qui va inspirer, on va dire, toute la philosophie occidentale. Il va y avoir une postérité immense à ce Parménide, puisque tous les philosophes vont se référer pour prou au Parménide et à l'enjeu qu'il y a derrière. C'est pour ça que c'est vraiment un ouvrage important. Et quand je parle de la philosophie occidentale, elle n'est pas la seule à s'être inspirée du Parménide, mais aussi tous les mouvements néo-platoniciens, y compris dans le monde arabo-musulman, se sont référés à cette œuvre. On a un très très beau commentaire du Parménide de Platon écrit par Proclus. Vous vous rappelez, Proclus, on l'a évoqué les semaines précédentes. Et donc, c'est une œuvre majeure. Alors, c'est un dialogue qui est raconté, comme des fois ça arrive chez Platon. Il est raconté par une tierce personne, par un certain Céphale de Clazomène. Et Céphale nous apprend qu'il s'était rendu à Athènes pour prendre connaissance de l'entretien que Socrate, alors tout jeune, on a là un tout jeune Socrate, avait eu avec le vieux Parménide. Donc là, on a le récit, par personne interposée, d'un dialogue qui aurait eu lieu entre Socrate, jeune, et Parménide, vieux. Alors, là-dessus, beaucoup de choses ont été écrites. On pense aujourd'hui que cette rencontre a été possible. Elle a même été probable, cette rencontre entre Socrate et Parménide, même si on ne sait pas exactement si ce qui se sont dit est exactement reporté dans ce texte du Parménide, puisque c'est un dialogue rapporté, et vu la complexité des sujets abordés, on n'est pas sûr que mot pour mot, c'est exactement ce que se sont dit Parménide ou Socrate. Mais cette rencontre, elle est probable, et elle est évidemment très intéressante, puisqu'on a là deux grands piliers de la philosophie antique. Et cette rencontre, elle est déjà évoquée dans le Théétète. Donc, c'est la poursuite, en fait, de ce qui est traité dans le Théétète, puisque dans le Théétète, qui est un dialogue sur la science, comment définir la science, il y avait eu toute une critique de Socrate, une analyse critique de Socrate par rapport aux thèses d'Héraclite. Héraclite et le mouvement perpétuel, le mobilisme universel. Et dans le Théétète, il y avait donc le positionnement de Socrate par rapport à Héraclite, donc le positionnement de Platon, par la bouche de Socrate, d'Héraclite, et à un moment donné, il avait été question de dire, si on veut être juste, il faudrait aussi critiquer la théorie de Parménide, puisque Parménide et Héraclite représentent les deux grands extrêmes du mobilisme et de l'immobilisme universel. Et il s'était quitté dans le Théétète sans avoir eu le temps de faire cette analyse critique de Parménide, de la vision de Parménide. Et il s'était dit, on le fera plus tard. Voilà. C'est ce qui a lieu donc dans le Parménide, où cette fois, c'est la théorie de Parménide, et donc de l'être, de l'un, de l'immobilisme, qui va être analysée et critiquée. Donc on peut penser que c'est la suite du Théétète, et donc cette rencontre entre le jeune Socrate et le vieux Parménide a bien eu lieu. Il faut savoir que Socrate avait un grand respect, une très grande admiration pour Parménide,
Et donc là, on a vraiment un dialogue entre deux géants qui se respectent, et on voit un tout jeune Socrate, et Parménide d'ailleurs lui dit à plusieurs reprises, tu es encore jeune Socrate, donc tu n'as pas encore fait tes armes, mais je vais te donner quelques conseils pour pratiquer la dialectique, entre autres, et tu verras, tu pourras avoir plus d'arguments quand tu auras davantage pratiqué. Donc c'est un très bel échange entre le vieux philosophe et le jeune. Et c'est assez rare de voir Socrate, qui est embarrassé, qui ne sait pas quoi répondre, et qui est encore jeune, qui n'est pas encore tout à fait formé, comme dans les autres dialogues. Alors, cet entretien, donc, il y a un disciple de Parménide, qui est le fameux Zénon, qui y avait aussi assisté, fait partie des personnages du dialogue, le fameux Zénon d'Élée, vous savez, qui est disciple de Parménide, et qui, lui, était un être philosophe particulièrement rodé à la technique de la dialectique, pour même la pousser parfois jusqu'à l'absurde. Et ce qu'on connaît de Zénon, c'est les fameux paradoxes, les paradoxes de Zénon. Vous vous rappelez peut-être celui d'Achille et la tortue, Achille qui ne rattrapera jamais la tortue, ou de la flèche, de la flèche qui est tirée et qui n'arrivera jamais à la cible. Vous vous rappelez, c'est génial. Bon, voilà. Donc ça, c'est la vision de Parménide, poussée à l'extrême par Zénon, parce que vous savez, parfois les disciples vont encore plus loin que leur... Alors, cet entretien du Parménide, il se divise en deux parties inégales. La première, où Parménide va critiquer la théorie des idées, la théorie des idées-formes exposée par Socrate, une partie très intéressante, où si on veut comprendre un peu mieux la vision platonicienne des idées-formes, là on va avoir un certain nombre d'arguments et de notions importantes. Donc ça, c'est la première partie. Et la seconde partie, qui est beaucoup plus longue, qui est celle qui a peut-être fait l'objet du plus de commentaires, où Parménide va donner à Socrate un exemple et un modèle d'exercice dialectique. Puisque, comme je disais tout à l'heure, Parménide considère que Socrate est un peu jeune et pas encore trop rodé à la dialectique. Il va dire, il faut t'entraîner. Et quand Socrate lui dit, est-ce que tu pourrais me donner un exemple, me montrer? Bon, Parménide dit, je suis un petit peu vieux pour ça, mais bon, parce que c'est toi, je vais quand même le faire. Et il va lui donner un exemple d'exercice dialectique. Et bon, évidemment, le problème, c'est que cet exercice dialectique va porter sur des concepts extrêmement abstraits, donc de l'un, de l'être, etc. Et donc, disons, c'est comme ça. On essaiera de comprendre pourquoi Platon a écrit cet exercice, puisque au-delà de la pure forme logique de l'exercice dialectique de questions-réponses, il y a évidemment des éléments fondamentaux sur la vision platonicienne, notamment sur ce qui est le sujet essentiel de ces 9 hypothèses, puisque la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les 9 hypothèses de Parménide. Eh bien, c'est toute la problématique ô combien importante, pas simplement de Platon, mais de tous les philosophes qui vont venir après, des rapports entre l'un et le multiple. Entre l'un et le multiple. Qu'est-ce que l'un, avec une logique, qu'est-ce que l'unité, qu'est-ce que le multiple? Est-ce qu'on peut croire à l'un? Est-ce qu'on peut croire à la multiplicité? Et surtout, quel rapport y a-t-il entre l'un et le multiple? Alors, c'est une question qu'on a déjà vue et à laquelle on a déjà eu des éléments de réponse, notamment avec le paradigme de la ligne. Cette ligne qui relie justement le monde de la multiplicité et le monde de l'unité. On a vu aussi dans l'enseignement oral de Platon des éléments, mais bon, là on revient un petit peu en arrière et on va voir comment Parménide va lui-même faire la critique d'un certain nombre de ces visions. Et c'est une manière pour Platon de faire comprendre quelle est sa vision
quelle est sa spécificité dans ce rapport entre l'un et le multiple. C'est un sujet que pas simplement les philosophes vont reprendre, mais tous les théologiens. Sur la problématique du divin, de Dieu, de l'unité et du rapport de ce monde avec le monde que l'on connaît, le monde sensible, le monde manifesté. Donc, c'est ça le sujet essentiel, et évidemment, au-delà de l'aspect exercice dialectique de cette deuxième partie du Parménide, il faut y voir une manière de Platon de se positionner, en fait, entre, je dirais de manière un peu schématique, entre Héraclite et Parménide. Puisque Parménide, c'est l'un, c'est toute la problématique de l'un et de l'être, de ce qui est immuable, mais de ce qui est aussi très abstrait, très métaphysique, innommable, indicible, enfin, qu'on ne peut pas forcément rentrer, enfin, avec lequel il est assez difficile de rentrer en contact. Et puis Héraclite, c'est la métamorphose perpétuelle, tout ce qui bouge, tout change, tout bouge, c'est-à-dire vraiment le monde de la multiplicité. Et là, des formes, mais des formes sensibles, avec un petit f, qui sont tout le temps en train de se métamorphoser. Et donc, Héraclite et Parménide représentent deux extrêmes. Parménide qui dit « il n'y a que l'être qui est », vous vous rappelez dans son poème « l'être est, le non-être n'est pas », il n'y a que l'être qui est, bon, tout le reste n'existe pas. Et Héraclite qui dit « bon, ben voilà, tout ce qui existe bouge, se transforme, donc nous sommes de toute façon condamnés à être dans le multiple ». Et Platon va, avec sa théorie de la participation, ce qu'on appelle la théorie de la participation, résoudre, enfin en tout cas proposer une manière de résoudre le problème en alliant la vision de Parménide et la vision d'Héraclite, c'est-à-dire en reprenant la vision de Parménide de l'unité et de l'être. Et ça sera le monde des idées, justement, le monde des archétypes, mais en sachant très bien que nous évoluons, que l'être humain évolue dans un monde du multiple, et qu'il n'est pas question de lui dénier de la réalité. C'est-à-dire, ce monde du multiple, il est aussi réel. Donc, dans ce sens, il est d'accord avec Héraclite. Et il va donc avoir une position médiane entre Héraclite et Parménide. C'est pour ça qu'il va essayer de trouver la manière de relier l'un et le multiple. Et ça sera ce qu'on appelle la théorie de la participation. Chez Platon, c'est-à-dire que Platon, ce n'est pas simplement la théorie des idées, c'est aussi cette théorie de la participation qui explique comment les éléments du monde sensible participent du monde intelligible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure. Ça sera le grand enjeu. Donc, je vais vous donner deux mots grecs importants qu'on trouve dans la littérature. Le chorismos, ça va être la notion de coupure. Schisme, scission, coupure. Ça, c'est dans le cas où il y a vraiment une coupure entre le monde intelligible et le monde sensible. C'est-à-dire que voilà, ce sont deux mondes qui évoluent en parallèle, mais qui n'ont pas de lien entre eux. Et c'est parfois ce qui est reproché à Platon. Et ce qui sera reproché aussi à Aristote. Sans dire, bon, bien gentil, ton Dieu, moteur immobile, mais il est inaccessible. C'est-à-dire, nous sommes ici-bas, et Dieu, moteur immobile, est là-haut, dans un plan transcendant. Il n'y a pas de relation entre les deux. Là, ça veut dire qu'il y a coupure. Et quand je dis que ça a été repris par les théologiens, parce que ça, c'est un problème clé de la religion et de la théologie. C'est-à-dire, Dieu est-il transcendant, est-il extérieur, supérieur, sans possibilité d'accès, ou est-il plus immanent à l'intérieur de l'homme, d'où la problématique aussi de l'incarnation de Dieu. Donc, chorismos, y a-t-il chorismos ou pas? Et comment résoudre ce problème du chorismos, de la coupure? Et la théorie de Platon, donc, qui va là nous expliquer, c'est la théorie de la métexis, c'est-à-dire de la participation. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Là, je vous fais simplement une petite introduction pour situer un peu les choses.
la théorie de la participation. Bon, qu'on peut résumer de manière très, très simple, ça vous le connaissez. Une chose est belle parce qu'elle participe de la beauté, ou du beau. Une chose est bonne parce qu'elle participe du bon. Et la question que Parménide va poser à un moment donné à Socrate, c'est de dire, bon, ben, cette théorie de la participation, est-ce que c'est applicable à tout? Et Socrate va devoir répondre à ça. Alors, voilà un peu l'enjeu du dialogue. Alors, bon, évidemment, ça peut paraître un peu abstrait, et ça l'est, parce que c'est de la métaphysique, mais il faut voir que c'est le problème essentiel qui est traité depuis les présocratiques, ensuite par la philosophie classique, la philosophie hellénistique, et ça va inspirer tous les théologiens au Moyen-Âge et jusqu'à nos jours. Parce qu'en fait, grosso modo, les philosophes vont devoir à un moment donné choisir leur camp. Est-ce qu'ils sont plutôt platoniciens? Est-ce qu'ils sont plutôt aristotéliciens? Est-ce qu'ils sont plutôt héraclitéens ou parménidiens? C'est le fil rouge un petit peu de toute la philosophie et qui va aussi être reposé par exemple au XXe siècle avec la phénoménologie, c'est-à-dire phénoménologie qui veut redonner ses lettres de noblesse au monde des phénomènes, c'est-à-dire au monde sensible, et pas simplement au monde de la pensée. Il y a de toute façon toujours cette double positionnement, cette alternative. Et de ce point de vue, Platon apporte une vision médiatrice, c'est-à-dire avec cette idée de la participation et donc de la ligne. Vous savez, où plus on monte le long de la ligne, plus on participe qualitativement et quantitativement du monde des idées. Et plus on s'éloigne, bon, moins on participe. Mais cette idée de la participation, elle n'est pas aussi évidente. Qu'est-ce que ça veut dire, participer de? Et comme Aristote, qui s'est moqué un petit peu de cette vision de la participation, il disait, bon, ben moi, je connais les chevaux, parce qu'il s'intéressait beaucoup aux espèces animales, je connais les chevaux, je connais les chevals, mais je n'ai jamais vu l'idée de chevalinité. Donc, moi, je crois à ce que je vois. Les chevaux, enfin le monde sensible, le monde multiple, ok. De là à accepter l'idée qu'il y a justement un concept, par exemple du cheval, de la chevalinité, qui rassemble tous les chevaux et qui permet de se dire, quand on voit un cheval, c'est un cheval, alors qu'on n'a pas vu forcément tous les chevaux qui existent dans le monde. Qu'est-ce qui nous permet de dire, ah, ça c'est une table, ça c'est une chaise, sans avoir vu tous les modèles de table ou de chaise. C'est qu'il y aurait donc peut-être un concept qui englobe le concept de chevalinité, on va dire, et on peut se poser évidemment la question pour l'homme. Derrière la multiplicité des êtres humains, y a-t-il l'idée homme? Et par quoi se définit-elle, cette idée d'homme, d'humanité, qui permet, quand on voit un être humain, de dire, voilà, ça c'est un homme. Une femme, bien sûr. H, majuscule, vous avez compris. Bon. Alors, voilà, ça c'était pour vous mettre un petit peu dans le bain du sujet essentiel du dialogue. Alors, dans quelles circonstances Socrate a-t-il rencontré Parménide, si cette rencontre a vraiment eu lieu? Parménide et son disciple Zénon sont venus à Athènes pour assister à la célébration des Panathénées, cette grande fête en l'honneur d'Athéna, la déesse polyade, déesse tutélaire de la cité d'Athènes. Et Parménide et Zénon sont venus assister à cette fête et
Socrate et quelques-uns de ses amis, ayant appris que Zénon devait lire ses écrits, sont venus les écouter. Ah oui, ça se fait de manière régulière à cette époque, c'est-à-dire que voilà, on vient écouter les leçons d'un tel. Donc là, Zénon, qui est quand même très célèbre, qui est un des éléates les plus célèbres, vient lire ses écrits, et donc Socrate vient écouter Zénon lire ses écrits. Et à la fin de la lecture, dont on ne sait pas exactement sur quoi elle porte, puisque le dialogue ne nous le dit pas, Socrate va poser une première question à Zénon. Et c'est là où le dialogue vraiment commence. Alors, là, je vais vous lire des petits extraits, parce que ça va vous mettre dans le bain direct du texte. Donc, Zénon vient de finir sa lecture. Quand Socrate l'eut entendu, il le pria de relire la première proposition du premier chapitre. Pour dire que, bon, les écrits de Zénon, c'est pas très simple. Donc, même Socrate lui demande, bon, est-ce que tu peux relire la première proposition du premier chapitre ? Cela fait, il reprit. Et ça, c'est Socrate qui parle. Comment entends-tu ceci, Zénon ? Que si les êtres sont multiples, il faut par là même qu'ils soient à la fois semblables et dissemblables. Ce qui est assurément impossible, vu que les dissemblables ne peuvent être semblables, ni les semblables dissemblables. N'est-ce pas cela que tu veux dire ? Bon, donc là, on a une petite idée de ce que vient de lire Zénon, sur la multiplicité des êtres qui sont à la fois semblables et dissemblables. Bon. C'est cela même, répondit Zénon. Alors Socrate reprend. Or, s'il est impossible que les dissemblables soient semblables et les semblables dissemblables, il est certes impossible aussi que le multiple existe. Parce que s'il existait, il ne pourrait échapper à ces impossibilités. Le but de tes raisonnements n'est-il pas précisément de prouver, contre l'opinion commune, que le multiple n'existe pas ? Ne penses-tu pas que chacun de tes arguments en est une preuve, de sorte que, autant tu as écrit d'arguments, autant tu crois avoir donné de preuves de l'inexistence du multiple. Est-ce bien cela que tu dis, ou est-ce moi qui ne te comprends pas bien ? Donc, là, ce que Socrate est en train de dire à Zénon, tu nous dis, à travers tes arguments, que le multiple ne peut pas exister. Il arrive à une sorte d'absurdité ou de paradoxe, de contradiction d'un multiple qui serait à la fois semblable et dissemblable, et ça, c'est pas possible. Donc, Socrate lui dit, bon, mais qu'est-ce que tu es en train de nous prouver que le multiple n'existe pas ? C'est pourtant ce qu'on voit tous les jours. Non pas, dit Zénon, tu as au contraire bien saisi l'intention générale de mon livre. Alors, reprit Socrate, je comprends, Parménide, que Zénon veut être inséparable de toi, non seulement par tous les liens de l'amitié, mais encore par tes écrits, par ses écrits, car il dit au fond la même chose que toi. Mais en variant la forme, il essaie de nous faire croire qu'il dit quelque chose de différent. Bon, donc là il est jeune, mais il a déjà son franc-parler. Il nous dit, bon ben Zénon, ça va, tu répètes ce que dit ton maître, Parménide. Bon, tu varies la forme, tu fais croire que c'est différent, mais en fait c'est la même chose. Toi, tu avances dans tes poèmes que tout est un. Là, il parle à Parménide. Et tu en apportes de belles et bonnes preuves. Vous savez que de Parménide, qu'est-ce qu'on a comme littérature ? On a le poème. Et c'est tout. Donc ça, c'est quand même incroyable qu'à partir d'un seul texte, qui est le poème de Parménide, où il y a le fameux « l'un est, le non-être n'est pas », ce soit toute l'histoire de la philosophie occidentale qui soit bâtie là-dessus. Bon, ça c'est une petite parenthèse.
Donc toi, tu avances dans tes poèmes que tout est un et que tu en apportes de belles et bonnes preuves. Lui, de son côté, c'est-à-dire lui, Zénon, affirme que le multiple n'existe pas et il en donne lui aussi des preuves très nombreuses et très fortes. De la sorte, quand vous dites l'un que tout est un, l'autre que le multiple n'est pas, et que vous parlez tous les deux de manière à sembler ne rien dire de pareil, quoi que vous disiez à peu près les mêmes choses, ce que vous dites paraît passer au-dessus de nos têtes. C'est-à-dire, bon, Socrate dit, bon ben voilà, toi Parménide tu dis qu'il n'y a que l'un qui existe, Zénon dit que le multiple n'existe pas, c'est deux manières apparemment différentes de dire, mais c'est en fait la même chose. C'est vrai, Socrate, répliqua Zénon. Cependant, tu n'as pas tout à fait saisi le vrai sens de mon livre, bien que tu saches suivre et dépister les pensées qu'on exprime. Mais voici d'abord une chose qui t'a échappé, c'est que mon livre est loin d'avoir de si hautes prétentions. Il n'a pas été composé dans le dessein que tu lui prêtes, de se déguiser aux yeux des lecteurs comme si c'était une œuvre considérable. Ce que tu as dit n'est qu'une conséquence accessoire. La vérité, c'est que mon livre a pour but d'appuyer la thèse de Parménide. Voilà. Il est honnête, Zénon. Il dit, bon, moi, je ne veux pas écrire l'œuvre majeure que personne n'a écrite. Moi, je veux simplement soutenir mon maître et soutenir la thèse de mon maître. Donc, pour soutenir le fait qu'il n'y a que l'un qui existe, eh ben, j'essaie de montrer que le multiple n'existe pas. Ça va. Donc, mon livre a pour but d'appuyer la thèse de Parménide contre ceux qui essaient de le tourner en ridicule. Parce que, si tout est un, sa thèse entraîne une foule de conséquences et peut même se contredire elle-même. C'est-à-dire, cette thèse de Parménide, Zénon est bien conscient, et Parménide aussi, qu'elle ne va pas sans difficulté, et qu'il y en a qui la critiquent. Et la tournent en ridicule. Ce livre répond donc à ceux qui affirment le multiple et leur renvoie leurs objections. C'est-à-dire, entre parenthèses, c'est-à-dire, ce livre est fait pour répondre aux disciples d'Héraclite, à la vision d'Héraclite, qui dit que tout est multiple et que le un n'existe pas. Et même, il leur renvoie donc leurs objections. Il entend montrer que leur hypothèse du multiple entraîne, si l'on considère bien les choses, des conséquences plus ridicules encore que l'hypothèse de l'unité. Vous voyez, on n'est pas face à des éléments dogmatiques en disant, voilà, ils sont conscients que l'une et l'autre thèse ne vont pas sans problème, ne vont pas sans critique, ou sans être, possiblement critiqués et ridiculisés. Mais il dit, à choisir, la thèse du multiple a plus de conséquences ridicules, c'est-à-dire absurdes, que celle de l'unité. Donc, c'est pour ça que je choisis l'unité. C'est dans cet esprit de polémique que je l'ai écrit au temps de ma jeunesse. Il me fut dérobé comme je venais de l'écrire, en sorte que je n'eus même pas à consulter si je devais ou non le mettre au jour. Voilà ce que tu n'as pas vu, Socrate, quand tu as cru qu'il avait été dicté non par l'humeur batailleuse du jeune homme, mais par l'ambition de l'homme mûr. Au reste, comme je le disais, tu n'as pas mal caractérisé mon ouvrage. Vous voyez, Zénon, il dit, bon, t'as bien compris ce que je voulais dire, mais moi, mon ambition, c'est une œuvre de jeunesse qu'en plus on m'a volée, c'était de défendre la thèse de mon maître. Alors voilà ce que répond Socrate. Soit, j'accepte ton explication. Et je crois qu'il en est comme tu dis. Là, vous voyez, on se rend compte qu'il y a, malgré les batailles et les disputes, un grand respect quand même. Parce que personne, aucun de ces personnages ne pense détenir la vérité. Donc tout est ouvert, tout se discute. Je me permets d'insister là-dessus, parce que après, au fil des siècles, les choses vont se rigidifier. Et il va y avoir le dogme de Parménide, le dogme d'Héraclite, mais à leur époque, tout ça se discute. Et c'est pour ça l'importance du dialogue. Toute
proposition peut être critiquée, peut se discuter. Et personne ne détient la vérité. Parce que tout ça se construit. C'est pour ça que c'est intéressant de se remettre un petit peu dans ces écrits de l'époque, dans ce contexte de l'époque. Rien n'est figé. Alors, Socrate continue, mais dis-moi une chose. Alors là, on rentre dans des choses un peu plus complexes. Ne penses-tu pas qu'il y a une forme en soi, voilà, ça l'expression elle est très importante, forme en soi, hein, c'est pour la Dominique, la forme en soi est synonyme de l'idée. La forme en soi, hein, il faut rajouter ces petits mots, en soi. Alors, ne penses-tu pas qu'il y a une forme en soi de la ressemblance et une autre opposée à celle-là, celle de la dissemblance en soi? Que toi et moi, et tout ce que nous appelons le multiple, nous participons de ces deux formes. Que les choses qui participent de la ressemblance deviennent semblables, en tant et pour autant qu'elles en participent. Vous voyez, là, on a un passage très important, puisqu'on a la notion de forme en soi, et on a la notion de participation. C'est Socrate qui dit ça. C'est-à-dire, les choses deviennent semblables quand elles participent de la forme en soi de la ressemblance. Les formes, les objets, les choses deviennent semblables quand elles participent de la forme en soi de la ressemblance. Et à contrario, elles vont devenir dissemblables si elles participent de la forme en soi de la dissemblance. C'est-à-dire, c'est pas un hasard si les choses deviennent semblables ou dissemblables, sont grandes, petites, belles, laides, etc. Tout ça est le fait de leur participation à telle ou telle forme en soi. C'est-à-dire tel modèle, tel archétype, tel principe. Ce qui permet d'expliquer la multiplicité du réel. Mais on y reviendra. Ça va ? Bon, on va dire que oui. Hein. Est-ce qu'on peut remplacer forme en soi par essence ? Oui, C'est correct. absolument. On peut remplacer forme en soi par essence. Être. Essence. Qui s'oppose dans ce cas-là à l'existence. Hein ? Mais oui, parce qu'on se pose encore la question au XXe siècle. L'existence précède-t-elle l'essence ? Enfin bon, non, mais c'est pour vous confirmer qu'on n'est jamais sorti de cette problématique en 25 siècles. Et c'est pas parce que ces gens n'avaient rien à faire et qu'ils se sont dit tiens, on va tuer le temps à se poser ces questions. C'est que là, on a vraiment une question métaphysique clé, et dont on ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle est résolue, puisque ce sera toujours une question fondamentale. Et que, à titre individuel, on peut se poser aussi, est-ce que je suis multiple ou est-ce que je suis un ? Est-ce que j'ai plusieurs facettes ? Est-ce que j'ai une multiplicité en moi ? Hein ? Par les rôles, tout ça que je suis amenée à jouer, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'unitaire, d'indivisible, d'unique en moi ? Non ? Et voilà. Donc Platon est un de ceux qui répond les deux. Mais il explique pourquoi. Alors, donc Socrate, donc merci pour l'essence. Être, c'est toujours être et avoir. Être ou exister, être et exister. Alors, donc, Socrate, il dit donc que les choses qui participent de la ressemblance deviennent semblables en temps et pour autant qu'elles en participent,
que celles qui participent de la dissemblance deviennent dissemblables, et celles qui participent des deux, l'un et l'autre à la fois. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Qu'il y a des formes en soi qui ne se mélangent pas, c'est-à-dire qu'on a la forme de la ressemblance, la forme de la dissemblance, ce sont des formes en soi, donc elles ne vont pas se mélanger. Par contre, au niveau du monde sensible, des choses ou des objets, ils peuvent participer de deux formes en même temps. Et ça, pour ceux qui s'intéressent à la science, aujourd'hui, la vision quantique, etc., c'est très intéressant. Parce que ça veut dire que deux choses, si elles participent des deux formes en soi, elles peuvent être en même temps semblables et dissemblables. Grandes et petites, ou vous voyez, en mouvement et en repos, enfin, tous les contraires possibles et imaginables. C'est une manière de comprendre le côté paradoxal du réel, par le fait de pouvoir participer de deux formes différentes en même temps, même si les formes en soi, elles, ne se mélangent pas. Ça va? Hein? Tout juste, hein? Parce que ce monde des idées, formes, essences, etc., c'est un monde qui obéit à une autre logique que la logique du multiple. Donc là, on a vraiment des formes en soi. Alors, après, c'est vrai qu'on avait vu qu'en fait, mais ça c'est dans d'autres dialogues, Platon dit, bon ben voilà, il y a quatre idées essentielles. Hein. Le beau, le bon, le juste, le vrai. Hein, et avec l'idée qui chapeaute l'idée du bien. Mais en fait là, on voit que avant d'arriver à ce niveau-là, il y a un niveau un petit peu en dessous, avec une multiplicité en fait de formes en soi. Si, ce que Platon explique, comment par exemple, par rapport aux couleurs, mettons le bleu, comment peut-on dire que par exemple ce pull est bleu, que ça c'est bleu, que le ciel est bleu, que la mer est bleue? Ce ne sont pas les mêmes bleus. Donc tous ces bleus peuvent être appelés bleus, et sans connaître tous les bleus, on va pouvoir dire tiens ça c'est bleu. Pourquoi? Parce que tous ces bleus participent de la bleuité. Parce que le propre d'une forme en soi, c'est qu'on puisse l'exprimer par ité. La bravité, pas la bravitude, la bravité. Hein, la bleuité, la solidité. Bon. Donc, c'est pour ça que si on croit à l'existence de ces formes en soi, mettons de la bleuité, eh bien, on n'a pas besoin de connaître toutes les nuances de bleu pour que quand on voit du bleu, on dit c'est bleu. Voilà. Donc il peut y avoir une multiplicité de formes en soi, évidemment. Mais ensuite, elles se regroupent dans les quatre idées fondamentales. Alors, si toute chose, c'est Socrate qui continue, hein, si toute chose on part à ces deux formes contraires et sont par le fait de cette double participation à la fois semblable et dissemblable à elle-même, qu'y a-t-il là d'étonnant? C'est-à-dire, là il est en train de lui dire, c'est normal que des choses puissent être à la fois semblables et dissemblables. Et c'est pas pour autant qu'on peut dire que le multiple n'existe pas, parce que ça c'est pas possible. Ce qui était l'argument de Zénon, en disant si des choses sont à la fois semblables et dissemblables, c'est pas possible, c'est absurde, donc le multiple n'existe pas.
Et Socrate, on va lui dire, pas du tout, puisque ces choses, ces objets participent de deux formes en soi différentes, participent en même temps à deux formes en soi différentes, donc elles peuvent être tout à fait semblables et dissemblables, et ça ne peut pas entraîner comme conséquence que le multiple n'existe pas. Si l'on montrait la ressemblance elle-même devenant dissemblable ou la dissemblance semblable, voilà ce qui me paraîtrait prodigieux. Voilà. Donc là, c'est en deux lignes, expliquer que les formes en soi ne peuvent pas se mélanger. Et l'une ne peut pas devenir l'autre. Ça, c'est pas possible. Dans le monde des idées, des formes, en soi, ça n'est pas possible. Vous voyez, c'est bien étanche, on peut dire, hein, le monde des formes en soi. Alors, il y a évidemment des exceptions, parce que l'éthique platonicienne, entre autres, va être basée sur le fait que le beau doit aussi être bon. Mais, là c'est encore un autre niveau, c'est pas un mélange, c'est pas le beau qui devient bon. Le beau reste beau, le bon reste bon, mais il faut pouvoir allier les deux. Et être à la fois beau et bon. Vous voyez ? Alors. Et est-ce que le beau peut ne pas être bon ? Oui. 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 En fait, à un niveau vraiment plus élevé, non. Le beau doit être bon et le bon doit être beau. Non, parce que c'est chapeauté par le bien. Parce que le bien, c'est le beau, le bon et le juste. Et là, c'est pour ça que dans l'éthique, on parle du bien, être un homme de bien, faire le bien, toujours se demander qu'est-ce qui est bien. Parce que là, on est sûr que si on est dans le bien, on est dans le beau, le bon et le juste. Là, on ne peut pas se tromper. Oui, oui. L'idée du bien, c'est le maximum, c'est l'effort maximum d'unification qui a été fait par Platon au niveau des idées. L'idée du bien. Et après, on est dans l'anhypothétique, donc là, on est dans un monde totalement inaccessible. Mais jusqu'à l'idée du bien, et l'idée du bien, elle est symbolisée par Platon par le soleil. Hein, dans le mythe de la caverne, c'est le soleil qui symbolise de l'unification. Parce que vous savez, je regardais l'autre jour une émission sur la science. On est encore dans cette problématique d'unification avec les forces de l'univers, hein, la gravitation, la relativité restreinte, générale. Hein. On cherche toujours à unifier. Y a-t-il une loi qui unifie encore plus ? C'est toujours cette même problématique. De partir du multiple et d'essayer à unifier. Et une fois qu'on a unifié, on vérifie si ça marche. C'est une démarche scientifique aussi, pas simplement philosophique ou métaphysique. Alors, bon, là, c'en est à peu près terminé du premier dialogue entre Socrate et Zénon. Et ce qui se passe, c'est que Parménide, qui était là dans un coin, il remarque Socrate, qui ne connaissait pas forcément trop jusqu'alors, et Parménide est surpris et charmé en même temps d'entendre Socrate exprimer ses idées quand même assez originales hein, sur la forme en soi et sur la participation. Et il lui demande si lui, Socrate, est bien l'inventeur hein, de ces formes en soi et s'il admet des formes pour toutes choses. Alors, c'est une question intéressante. Il lui dit, bon, je suis d'accord pour le juste, le beau, le bon, l'homme, le feu, l'eau, bon, qu'il puisse y avoir des formes en soi, ok ? Mais pour des choses communes et viles, comme le poil, la boue, la crasse, est-ce que ces choses-là
participe aussi d'une forme en soi. Et là, Socrate répond non. Ces formes en soi, elles existent pour tout ce que tu as cité, le juste, le beau, le bon, l'eau, puisque même l'eau, hein, le feu, quelle est la forme en soi de l'eau? C'est le principe eau, enfin le principe aquatique, mais c'est pas, ou le principe igné pour le feu. Vous voyez que le principe igné est plus large et plus englobant que le feu. Le feu est un exemple d'application du principe igné, mais il peut y en avoir d'autres. De même pour le liquide, ce qui est aquatique, hein, ou liquide, c'est pas forcément que de l'eau. Donc il lui dit, c'est valable pour tout ce que tu as cité, sauf pour les choses viles que tu as nommées, parce que pour le poil, la boue, la crasse, c'est-à-dire, bon, là il choisit exprès des choses très triviales, j'ai de la peine à croire qu'elles relèvent de formes en soi. Donc là, vous voyez, là il y a une petite limitation à cette idée de participation, parce qu'il n'y a pas la forme de la, je sais pas, crassité ou de la bouillité, etc. C'est-à-dire que là, en fait, on est dans des éléments qui participent, qui sont des mélanges, qui participent d'autres choses. Donc, peut-être elles participent aussi de la beauté, mais il y a quelque chose qui manque. Et Parménide est d'accord? Lui, il interroge, parce que Parménide est très intéressé par cette idée de forme en soi et de participation. Donc, il pousse Socrate dans ses retranchements en disant bon, mais c'est valable pour tout. C'est provocateur aussi de lui dire pour la crasse, c'est valable aussi? Et Socrate dit non, là, parce que, mais, vous voyez, Socrate a probablement, c'est pas posé la question jusqu'alors, il dit non, là, je crois que là, on peut pas. Un peu un piège, au moins, en tout cas, une provocation. Et c'est là où Parménide a beau jeu de dire à Socrate, c'est que tu es jeune, et tu n'oses pas encore aller jusqu'au bout de tes idées. Parce que Parménide dit, bon ben, c'est un problème que tu puisses pas englober tout, hein, dans ton histoire de forme. Donc, c'est parce que, bon, tu es encore un peu jeune, il faut que tu pratiques un peu plus, tu n'oses pas aller jusqu'au bout. Et il va lui poser une autre question. Là, je reprends le texte. C'est que tu es encore jeune, Socrate, reprit Parménide. C'est un des rares dialogues, c'est vrai, où c'est assez jubilatoire de voir un vieux philosophe, hein, qui reprend Socrate, parce que dans les autres dialogues, c'est en général Socrate, hein, qui mène la danse. Et là, il dit, bon, c'est que tu es encore jeune, Socrate, reprit Parménide, et la philosophie ne s'est pas encore emparée de toi, comme elle le fera, j'en suis sûre, quand tu ne mépriseras plus aucune de ces choses. Et là, c'est vraiment extrêmement important. Là, il met le doigt, Parménide, sur quelque chose d'important, parce que c'est vrai qu'un des reproches que les siècles suivants vont faire à Platon, c'est un certain discrédit du monde sensible, c'est-à-dire un certain mépris pour les choses ici-bas. Et là, il touche juste. À présent, tu regardes encore à l'opinion des hommes, à cause de ton âge. Quoi qu'il en soit, réponds à cette question. Et là, Parménide va poser une autre question. Est-ce de la forme entière ou d'une partie que chaque participant participe? Je répète. Parménide pose la question à Socrate. Est-ce de la forme entière ou d'une partie que chaque participant participe? Bonne question. Là aussi, il est malin, Parménide. Ou bien y aurait-il encore une autre manière de participer en dehors de celle-là?
Comment cela serait-il possible ? Répondit Socrate. Et Parménide continue. Te semble-t-il donc que la forme entière soit dans chacun des objets multiples, tout en étant une ? Ou quel est ton sentiment ? Et là, c'est toujours par rapport à cette question sur les objets sensibles, la crasse, la boue. C'est-à-dire, si la boue participe que d'une partie de la forme, de la beauté, on pourrait comprendre pourquoi elle n'est pas belle, si c'est qu'une partie. Mais ça veut dire que la forme en soi peut se fractionner. C'est ça le problème. Hein ? Qu'est-ce qui s'oppose, Parménide, à ce qu'elle y soit ? Demande Socrate. Et Parménide répond, ainsi donc, tout en étant une et identique, elle serait à la fois tout entière dans plusieurs choses séparées, et par suite, elle serait elle-même séparée d'elle-même. C'est-à-dire, si on va trouver le beau séparé dans toutes les choses belles, est-ce que ça veut dire que le beau lui-même est séparé ? C'est-à-dire est quelque chose qui peut être divisé en parties. Et là, Socrate répond non pas. Non pas, répliqua Socrate, car elle pourrait être comme le jour qui, un et identique, est à la fois en beaucoup de lieux. Sans être pour cela séparé de lui-même. Ça, c'est une phrase clé pour comprendre ce monde des formes en soi, où, comme il dit, le jour, bon, mettons que le jour soit une idée. L'idée du jour, de la lumière, etc. Bon, elle est une, mais en même temps, elle est en beaucoup de lieux, puisque sur la planète, au même moment, il y a beaucoup de lieux qui connaissent le jour. Et sans être pour cela séparé de lui-même, c'est-à-dire sans pour autant fractionner la forme en soi dit jour. C'est-à-dire que le jour peut être dans de multiples lieux en restant un. C'est ça que Socrate est en train de répondre. C'est ainsi que chaque forme peut être à la fois dans tous ses participants, sans cesser d'être une et identique. Alors ça, j'insiste un peu longuement là-dessus, parce que je crois que ça c'est vraiment clé pour comprendre la théorie des idées et des formes de Socrate. En fait, de Platon. Mais que Platon a disons, la ruse ou l'habileté ou l'intelligence de mettre dans la bouche d'un Socrate jeune. C'est-à-dire que les formes peuvent être à la fois dans tous les participants, c'est-à-dire s'exprimer dans la multiplicité du monde sensible, sans cesser d'être une et identique. Ça, c'est ce que beaucoup de théologiens vont se poser comme question sur la nature de Dieu. Est-ce que chaque être humain peut avoir une parcelle divine sans remettre en cause l'unité du divin? C'est la même question, hein? Et vous savez que par exemple dans les religions monothéistes, notamment l'islam, l'unité de Dieu, c'est un des piliers. Donc comment expliquer métaphysiquement cette unité de Dieu qui subsiste, même si Dieu s'exprime en chaque être. Et pas simplement en chaque être humain, mais dans les plantes, dans les animaux, enfin dans tout le vivant. Parce que si Dieu se partage, et si, là je dis Dieu, mais si les formes se fractionnent dans chaque élément qui y participe, mais on n'est plus face à une forme, on n'est plus face à Dieu. Si Dieu ou la forme se caractérise par le fait d'être une et toujours identique à elle-même.
C'est ce qu'on trouve dans beaucoup de religions, où Dieu crée le monde, mais il n'est pas modifié par sa création. Il reste Dieu, où il va se retirer, enfin il y a différentes formules, mais Dieu n'est pas modifié par la création. Parce que s'il est modifié par la création, il n'est plus Dieu. C'est la même chose avec les idées, formes et sens de Platon. Et là, on voit, et Parménide, et c'est bien de lui faire dire, oui, les formes se divisent, se séparent, et Socrate, là, dit non, non, non. Vous voyez ? Il donne un autre exemple, je pense important pour comprendre. Voilà, Socrate, reprit Parménide, une plaisante manière de faire que la même chose soit présente dans plusieurs endroits à la fois. Parce que pour Parménide, ça, c'est pas possible. C'est comme si, ayant étendu une toile sur plusieurs personnes, tu disais qu'étant unique, elle est tout entière sur plusieurs. Je répète. C'est comme si, ayant étendu une toile sur plusieurs personnes, tu disais qu'étant unique, elle est tout entière sur plusieurs. Bon là, c'est un peu un piège, parce qu'une toile, c'est un objet, hein, c'est pas une forme, mais c'est pour faire comprendre. Une toile unique sur plusieurs personnes, on dirait qu'elle est unique et qu'elle est tout entière sur chacun, ou telle partie sur l'un, telle partie sur l'autre. Une partie, répond Socrate. À ce compte, reprit Parménide, les formes elles-mêmes sont divisibles. Là, Socrate, il se laisse piéger par Parménide. Et pas du tout, enfin bon, il s'embourbe un petit peu, Socrate. Donc, si vous voulez prendre votre revanche sur Socrate et le voir un petit peu embarrassé, voilà, c'est dans cette partie-là. Mais non, mais oui, mais... Et non, parce que, évidemment, avec l'image d'une toile qui est un objet, c'est un peu absurde de dire que la... Et oui, mais il le fait exprès pour faire plonger Socrate, et ça marche, puisque Socrate est embarrassé. Il me dit, mais non, mais c'est une partie, mais alors, évidemment, Parménide a beau jeu de dire, si c'est une partie, c'en est pareil, c'est pareil pour les formes, donc les formes sont multiples, et elles peuvent se multiplier à l'infini, et donc, de toute façon, c'est en complète contradiction avec ce que tu... Et c'est pour ça que, un petit peu plus loin, Socrate va dire, bon, mais voici plutôt Parménide ce qu'il en est selon moi. Ces formes existent dans la nature comme des modèles. Ça, c'est un autre mot qu'on peut employer. Essence, modèle, principe. Mon modèle, c'est un terme un peu galvaudé, mais disons, je les vois dans la nature comme des modèles. Les autres choses leur ressemblent. Alors là, on voit que Socrate est un peu gêné, parce qu'il n'emploie plus le terme de participation, qui est quand même plus fort. Ils leur ressemblent. Et en sont des imitations. Et cette participation des choses aux formes n'est pas autre chose que la ressemblance des unes aux autres. Donc là, il fait un tout petit peu, de mon point de vue, un peu machine arrière, en disant, bon, cette histoire de participation, c'est une question de ressemblance. Et là, je crois que il fait un peu machine arrière dans le sens où il me semble que la notion de participation est plus forte, parce que ça suppose un lien organique presque, hein, entre la chose et la forme, qu'une simple ressemblance. Mais ça pose aussi toute la question de qu'est-ce que c'est que la ressemblance ? Qu'est-ce qui ressemble à quoi, hein ? On dit Dieu créa l'homme, hein, à son image, à sa ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait toujours pas trop. Hein. Enfin, il y a de multiples manières de comprendre ça. Est-ce que c'est une ressemblance de forme, mais formelle à ce moment-là, dans le sens des formes sensibles? Est-ce que c'est une ressemblance structurelle, archétypale, principielle, hein?
Alors, donc, par rapport à cet embarras de Socrate, c'est là où Parménide lui dit, bon, bah écoute, tu es un peu jeune, hein, donc il va falloir que tu pratiques un tout petit peu plus la dialectique, parce que là, c'est vrai que Parménide a quand même gagné un petit peu l'exercice, et c'est là où il lui dit, bon, bah voilà, il faut que tu pratiques la dialectique, et c'est à ce moment-là que Socrate lui dit, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Et que Parménide se fait un petit peu prier, mais dit, bon ben ok, je vais te montrer un exemple. Et c'est à ce moment-là on rentre dans la deuxième partie, qui est la plus commentée, mais de mon point de vue, cette première partie du dialogue est vraiment essentielle. Essentielle. Et elle est accessible, enfin, dire, hein, quand même, quand on le relit une fois, deux fois, trois fois, on finit par quand même comprendre quelque chose, ce qui n'est pas forcément le cas de la deuxième partie, où là, on va... non, on va faire la pause, et où Parménide va faire un exercice, et cette fois, pas avec Zénon, son disciple, mais avec celui qui s'appelle le jeune Aristote, qui n'est pas Aristote, évidemment, hein, qui n'était pas né à ce moment-là, mais un jeune philosophe qui va avoir un rôle politique après, qui va faire partie des 30 tyrans après d'Athènes, et qui s'appelle donc dans le dialogue le jeune Aristote. Il va y avoir donc un dialogue entre Parménide et le jeune Aristote comme exercice de dialectique pour que Socrate apprenne qu'est-ce que c'est que la dialectique. Et c'est ça, cette deuxième partie qui contient ce qu'on appelle les 9 hypothèses du Parménide. Alors là, on a tous bien mérité un café. Simplement, avant de prendre la deuxième partie, rappeler un point qui me semble important par rapport à cette existence des formes. Pour être bien clair sur la vision de Platon, pour la vision platonicienne, le monde sensible tire sa réalité du monde des formes, c'est-à-dire autant le monde des formes ou des idées peut exister sans monde sensible, autant le monde sensible ne peut pas exister sans le monde intelligible. Puisque le monde sensible tire sa substance, enfin, sa caractéristique, son existence même, de la participation au monde intelligible. C'est pour ça que c'est ces deux mondes qui ne sont vraiment pas sur le même plan. Et cette opinion, Platon nous dit la tirer d'une constatation, ça c'est quelque chose que je n'ai pas trop développé, donc je le rajoute, la répétition, je cite, la répétition d'occurrences dans des objets sensibles différents. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des choses qui se répètent. Donc là, ça je vous avais donné l'exemple du bleu, qui se répète, donc ça c'est une répétition d'une occurrence, c'est-à-dire d'un phénomène qui pour lui est la preuve que ça se rattache à un autre plan, qui est le plan des idées ou des formes. Donc, le multiple, c'est la preuve de l'un. Pardon ? Donc, le multiple, c'est la preuve de l'un. C'est pas le multiple, enfin, disons, c'est la répétition des occurrences et des phénomènes au sein du multiple qui est la preuve qu'il existe quelque part une unité qui rattache et qui justifie d'un point de vue aussi métaphysique l'existence de ces occurrences, de cette multiplicité. C'est-à-dire, l'un peut exister sans le multiple, encore que, à voir, le multiple ne peut pas exister sans l'un.
Aristote est d'accord? Non. Aristote, lui, et c'est son principal opposition à Platon, ne comprend pas cette idée de la participation, de la métexis. C'est pour lui une figure poétique. Oui, bon, Platon était un poète, c'est de la poésie, c'est de la rhétorique, c'est une façon de dire, mais je ne comprends pas, il le dit, hein, je ne comprends pas cette idée de la participation. Ça veut dire qu'il ne comprend pas un élément majeur de la vision platonicienne. C'est pour ça qu'il dit, moi, je propose autre chose, c'est-à-dire je propose de ne pas m'interroger sur le monde intelligible et d'en interroger que le monde sensible. Ça, c'est le point de départ d'Aristote. Il dit, moi, je ne comprends pas cette idée de la participation, donc, moi, le monde intelligible, j'en ai pas besoin, je m'intéresse seulement au monde sensible. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que ce monde sensible. C'est pour ça qu'il va étudier toutes les espèces animales. Enfin, c'est le départ d'un esprit encyclopédique qui veut étudier toute la multiplicité. Le paradoxe avec Aristote, c'est que il va recréer un double niveau à l'intérieur du monde sensible, parce qu'il va bien se rendre compte qu'à l'intérieur de ce monde sensible, tout n'est pas sur le même plan, et il va recréer un double niveau entre ce qu'il va appeler, mais là, je ne vais pas trop développer, mais ça serait très très long, la forme et la matière. Donc il va reprendre cette idée de forme, eidos, et de matière, qui est pour lui à l'intérieur du monde sensible, mais où finalement, c'est ça le paradoxe de la pensée d'Aristote, c'est que, se voulant plus simple que la vision de Platon, elle va finir par être plus compliquée et plus abstraite, parce qu'il va recréer finalement une coupure, et là oui, je pense qu'on peut parler de chorismos chez Aristote, entre le monde de la forme et le monde de la matière. Mais la forme d'Aristote n'a pas les mêmes caractéristiques que les idées-formes de Platon. Elle n'est pas universelle, elle n'est pas éternelle, elle n'est pas atemporelle, c'est autre chose. Mais comme il va être quand même lui aussi un peu coincé pour expliquer Dieu et tout ça, il va y avoir une multiplicité de concepts chez Aristote qui sont extrêmement abstraits et compliqués pour quand même résoudre encore une fois ce problème du 1 et du multiple. Donc il le résout autrement, mais là où il y a coupure, me semble-t-il, chez Aristote, beaucoup plus que chez Platon, c'est que, par exemple, la notion de Dieu chez Aristote, c'est le moteur immobile. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une inaccessibilité de l'homme à Dieu. Ce moteur immobile, il est totalement abstrait, lointain, désincarné, quoi. Et donc, là, il y a vraiment une vision transcendante. C'est pour ça que, à partir d'un certain moment au Moyen-Âge, les théologiens chrétiens vont plutôt absorber les visions d'Aristote plutôt que celles de Platon. Parce que ça colle davantage à la vision d'un Dieu transcendant, mais inaccessible. C'est pour ça qu'Aristote, même dans l'éthique à Nicomaque, dit bon, ben, voilà, comme ce Dieu, il est un peu lointain, inaccessible, bon, ben, on va faire le mieux possible, c'est-à-dire qu'on va mener une vie bonne, éthique, mais sans avoir l'ambition d'arriver jusqu'à Dieu. Alors que chez Platon, il y a l'ambition d'arriver jusqu'aux idées. Pas facile, hein, mais avec la dialectique, quand on l'a étudiée, c'est une échelle pour arriver aux idées. Et la preuve, on peut sortir de la caverne. On peut. Ça, je réponds à Jacqueline, qui l'autre jour disait « Oh, mais on ne peut pas y arriver. » On peut. Chez Aristote, non. Donc, par rapport à cette question qui excite beaucoup les philosophes du chorismos, c'est-à-dire de la coupure, bon, cette coupure, elle est chez Aristote beaucoup plus que chez Platon. Mais
ce n'est pas parfois ce qui est perçu au premier abord. Non, voilà, Platon, il y a le monde des idées, et puis il y a une sorte de discrédit du monde sensible, parce qu'il dit que le corps est le tombeau de l'âme, et donc... Bon, il y a un certain nombre d'idées un peu de stéréotypées qui collent à Platon, et je pense qu'ils sont un peu fausses. Voilà, pour répondre. Pour dire que Aristote reprend la même question, mais il y répond différemment. Alors, la seconde partie, avec les 9 hypothèses de Parménide. Parce que texte intéressant. Bon. Donc Parménide se fait un peu prier, mais finalement dit voilà. Il va falloir faire un véritable exercice dialectique. Et j'essaie de retrouver comment il le dit. Voilà ce que tu feras si tu veux parfaire ton entraînement et pouvoir discerner sûrement la vérité. Et là, il explique qu'il va faire un exercice sur l'un. Il lui dit, mais ça ne suffit pas de prendre l'hypothèse si l'un existe. Il faut aussi prendre l'hypothèse si l'un n'existe pas. Donc il dit, voilà, l'exercice va consister à prendre l'hypothèse si l'un existe et de voir les conséquences que cela a sur l'un lui-même, c'est-à-dire si l'un existe, quelles conséquences ça a sur l'un lui-même et quelles conséquences ça a sur les autres choses. Donc ça sera les 5 premières hypothèses qu'on appelle des hypothèses positives, entre guillemets, dans le sens où on parle de l'hypothèse si l'un existe ou si l'un est. Quelles conséquences ça a? Il dit mais c'est pas suffisant parce que dans la dialectique il faut aussi étudier l'hypothèse contraire. Donc il faudra aussi étudier si l'un n'existe pas. Quelles conséquences ça a? Et toujours pareil, quelles conséquences ça a sur l'un lui-même? Quelles conséquences ça a sur le reste de l'univers? Ça, ce sont les hypothèses 6 à 9, c'est-à-dire les 4 autres hypothèses, qu'on appelle les hypothèses négatives, parce que ça part de l'hypothèse si l'un n'existe pas. Quelles conséquences ça a et à quelle contradiction, quelque part, on est amené. Donc, les 9 hypothèses de Parménide se subdivisent en 2. Les 5 premières, si l'un est ou existe, qu'est-ce que ça veut dire? Et les 4 dernières, si l'un n'existe pas. Et c'est cette formulation, si l'un n'existe pas, aussi, on dit, enfin, que certains disent que ça va donner l'origine de ce qu'on appellera plus tard la théologie négative. C'est-à-dire le fait de ne pouvoir parler de Dieu ou du divin que par ce qu'il n'est pas, par la négative et pas par le positif. Parce qu'il est vrai que là, en fait, ce qui se passe, c'est que Parménide, dans cet exercice, et ça c'est toute la subtilité de Platon, de mettre dans la bouche de Parménide, en fait, une critique de sa propre vision.
C'est-à-dire qu'à chaque hypothèse, on arrive à une sorte de contradiction ou d'aporie, c'est-à-dire d'impasse, et le problème reste ouvert. Il n'y a aucune conclusion à ce dialogue. Les 9 hypothèses sont posées et sont autant de sujets de réflexion, ce qu'elles ont été réellement pour la postérité, puisque beaucoup de philosophes ont repris les hypothèses du Parménide pour continuer leur réflexion. Donc il n'y a pas de réponse, mais en même temps, on arrive à des apories ou à des contradictions ou à des paradoxes. Donc c'est une manière pour Platon de faire critiquer la vision de Parménide par Parménide lui-même. Et de dire, voyez, finalement, la seule réponse valable, c'est ma théorie de la participation. Puisque la critique d'Héraclite a déjà été faite dans le Théétète, là on a la critique de Parménide par Parménide lui-même. Donc c'est rusé. Et vous voyez, finalement, cette aporie ou ces impasses, on ne peut en sortir que si on prend la vision des idées formes et de la théorie de la participation. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté en première partie sur cette notion de participation. Alors, première hypothèse. Alors, on ne va pas voir les 9 en détail, mais j'ai vu quelques courageux qui vont prendre le Parménide et étudier. Mais je vais vous en lire quand même. Je vais vous lire une partie de la première hypothèse pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, première hypothèse, si l'un existe, qu'en résulte-t-il? Donc là, c'est l'affirmation de l'un en tant que un. Bon. Ça reprend l'image du Parménide. L'être est. Donc l'un est, l'un existe. Qu'en résulte-t-il? Alors, voilà le début du dialogue sur ce sujet. Première hypothèse. Alors, qui me répondra? Demanda Parménide. Le plus jeune? C'est lui en effet qui soulèvera le moins de difficultés et qui répondra le plus simplement ce qu'il pense, et puis je me reposerai à l'entendre répondre. C'est pour ça qu'on a Aristote le jeune. Me voilà prêt à le faire, dit Aristote, car c'est moi que tu désignes en parlant du plus jeune. Interroge donc, je répondrai. Soit, dit-il, si l'un existe, il ne saurait être plusieurs, n'est-ce pas? Ça c'est Parménide. Aristote. Comment le pourrait-il? Parménide. Il n'a donc pas de partie et ne peut être un tout. Il n'a donc pas de partie et ne peut être un tout. Aristote, pourquoi donc? Après, je fais le dialogue. La partie, j'imagine, est partie d'un tout. Oui. Et le tout, n'est-ce pas à quoi aucune partie ne manque? Assurément. D'une façon comme de l'autre, l'un serait formé de parties, et comme tout, et comme ayant des parties. Nécessairement. Donc, d'une façon comme de l'autre, l'un serait alors plusieurs, et non un. C'est vrai. Mais il faut qu'il soit un, et non multiple. Il le faut. Donc, vous voyez, la participation d'Aristote, elle est assez... il acquiesce. Donc, l'un, s'il doit être un, ne sera pas un tout et n'aura pas de partie. Non, en effet. Si donc il n'a point de partie, il n'aura ni commencement, ni fin, ni milieu. Car ces sortes de divisions seraient des parties de lui. C'est juste. Or, commencement et fin sont les limites d'une chose, incontestablement. L'un est donc illimité s'il n'a ni commencement ni fin. Il est illimité. Voilà, ça c'est un tout petit... Donc vous voyez, bon, je vous ai préparé ça. C'est genre d'exercice dont certains ont dit « Oh, mais c'est simplement un exercice formel de logique. » Bon, gentil, mais enfin, je ne pense pas que pour un pur exercice de logique formelle, on aurait choisi ce sujet. Il y a plus simple. Donc, on prend une hypothèse et Parménide interroge. Vous voyez qu'Aristote, là, il est un peu... Bon, il suit ce que dit Parménide, mais en fait, la conclusion, ça va être de dire, bon, mais finalement, si l'un existe, l'un n'existe pas.
parce qu'il va être illimité. Ou il va être, disons, il va y avoir une contradiction interne qui fait que finalement, on va arriver à, on appelle une aporie, une impasse. On ne peut pas finalement avoir cette preuve que l'un existe, parce que il ne saurait être plusieurs, donc c'est tout un... Je résume là cette première hypothèse. Si l'un existe, il n'est nulle part, ni en autre chose, ni en lui-même, il ne peut être ni en repos, ni en mouvement, il n'est ni différent, ni égal, ni semblable, ni inégal, enfin, disons qu'il n'est ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, il ne peut recevoir aucun nom, et donc, en fait, il n'existe pas. Et c'est là la contradiction à laquelle il arrive. Il ne peut recevoir ni de nom, ni faire l'objet d'une proposition, ni d'une connaissance, ni d'une opinion. Donc cette première hypothèse aboutit à un résultat vraiment singulier, enfin, paradoxal, et ça sera le cas pour les autres. Si l'un est absolument et n'est qu'un, il faut exclure de lui tout, c'est-à-dire qu'on aboutit au néant, à l'absurde. Donc si l'un existe, l'un n'existe pas. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que c'est dans cet exercice mené par Parménide qu'on arrive à la contradiction même de la vision de Parménide. Et donc il ne faut jamais oublier que qui écrit, c'est Platon, qui a besoin de se positionner par rapport à la vision de Parménide et de montrer qu'on ne peut pas accepter telle quelle la vision de Parménide. Parce que, en fait, elle exclut le multiple. Enfin, en résumé, c'est ça que Platon reproche à Parménide. Elle exclut le multiple, et donc on n'arrive pas à définir par lui-même l'un. L'un par l'un, c'est-à-dire l'affirmation de l'un en tant qu'un, ça ne fonctionne pas. Pour Platon. Et ce qui est amusant, c'est que c'est mis dans la bouche de Parménide. Il est fort, Platon. Oui, il défend ça. Oui, oui. Enfin, tout simplement, l'erreur. Ouais. C'est une manière de dire. Façon de parler. Deuxième hypothèse. Si l'un est, il participe de l'être. Alors, quelles conséquences? Donc là, on n'a plus simplement la notion de l'un, on a la notion de l'être. L'être. Il participe de l'être, c'est-à-dire que c'est une autre notion, puisque, en fait, dans le poème de Parménide, ça a été traduit comme ça. L'être est, le non-être n'est pas. C'est être et non-être. Enfin, Shakespeare n'est pas le seul à avoir repris la question, hein. Oui, parce que c'est ça. Hein. Donc, là, on rajoute, dans la deuxième hypothèse, on rajoute un concept qui est celui de l'être. Si l'un est, il participe de l'être, alors qu'est-ce que ça a comme conséquence? Donc là, on attribue à l'un la notion de l'être. Alors, là, je vous le résume aussi. Si l'un est, il participe de l'être, il s'ensuit que l'un a des parties, l'un est l'être, et qu'il est un tout. Et donc, là, il va y avoir un même type d'argument que dans la première hypothèse. Chacune des parties contient l'un et l'être, et ainsi de suite à l'infini, en sorte que l'un est une pluralité infinie. Et comme c'est contraire à la définition de l'un, on arrive à un paradoxe, une contradiction, une aporie. Puisque il est le passé, le présent, le futur, il peut être nommé et connu, mais alors l'un ne participe plus de l'être. C'est-à-dire, si l'être est, la conclusion ultime, c'est qu'il ne participe plus de l'être, donc il n'est plus l'un. Donc, vous voyez comment c'est... Enfin, la deuxième hypothèse, je ne peux pas vous la lire parce qu'elle est plus longue, elle est un peu plus compliquée, mais c'est toujours l'idée de poser ce questionnement par rapport à l'un ou à l'être, et les parties, le tout, et les couples de contraires qu'il y a à l'intérieur du multiple. Le semblable et le dissemblable, le grand et le petit, hein, l'égal et l'inégal,
le passé, le présent, le futur. Enfin, et c'est là où on arrive, de toute façon, à bout de Platon, à des contradictions par rapport à ces hypothèses. Donc la vision de Parménide n'est pas tenable. Troisième hypothèse, si l'un est et n'est pas. Donc là, c'est une troisième formulation. Si l'un est et n'est pas, en même temps. Si l'un est et n'est pas. Être et non-être. Si l'un est et n'est pas. Alors, celle-ci, elle est plus courte. Mais bon, là, c'est vrai que... c'est un peu costaud, hein. Un peu costaud. Alors, mais vous êtes courageux, donc je vais vous lire quand même un peu le résumé de la troisième hypothèse. C'est rigolo. Bon. Vous voyez qu'on est quand même tous différents. Hein. Elisabeth, ça ne la fait pas rire du tout. Alors, voilà. Troisième hypothèse. Je ne vais pas vous lire les 9 parce que là, on va tous mourir. Mais troisième hypothèse. Si l'un est et n'est pas. Et après, c'est des choses à méditer tranquille, quoi. À relire. Si l'un... Comment, fromage? Si l'un est tel que nous avons dit, un est multiple, ni un ni multiple, et s'il participe du temps, il faut que tantôt, parce qu'il est un, il participe de l'être, et que tantôt il n'en participe point, c'est-à-dire qu'il naisse et qu'il meurt. Quand il devient un et multiple, nécessairement il se divise et se rassemble. Quand il devient semblable et dissemblable, il s'assimile et se désassimile, et quand il devient plus grand, plus petit, égal, il croît, décroît, s'égalise. Mais lorsqu'étant en mouvement, il devient immobile ou inversement, cela ne peut se faire sans changement. Ce changement se fait dans ce qu'on appelle l'instant, et dans ce passage d'un état à un autre, l'un n'est ni en repos ni en mouvement et n'est pas dans le temps. De même, lorsqu'il passe de l'existence à la mort ou inversement, pendant le changement, ni il naît, ni il n'est pas, ni il ne devient pas. De même, en passant de l'un au multiple et du multiple à l'un, il n'est ni un ni multiple, ni ne se divise, ni ne se réunit. En passant du semblable au dissemblable et du dissemblable au semblable, il ne s'assimile ni ne se désassimile. De même encore, en passant du petit au grand et de l'égal à l'inégal, et inversement, il ne saurait ni croître, ni décroître, ni s'égaliser. Vous voyez, c'est toujours le rapport un et multiple. Et ce rapport du un avec ces couples d'opposés qui sont la caractéristique du multiple. Et donc à la fin, bon, là aussi on arrive à une conclusion un peu par l'absurde. L'un ne peut pas être et en même temps ne pas être. Ça vous paraît normal? Il y en a qui c'est rigolo, d'autres c'est pas normal. Bon, alors, donc, vous voyez que quand même on a pu faire dire aussi à ces hypothèses un peu beaucoup de choses, un peu différentes. Quatrième hypothèse, si l'un existe, que s'ensuit-il pour les autres choses? On reprend un petit peu l'hypothèse du début. Cinquième hypothèse, si l'un existe, quelles conséquences négatives en résultent? Quelles conséquences positives? Quelles conséquences négatives? Et ensuite, à partir de la sixième hypothèse, on passe à la formulation si l'un n'est pas. Alors, si l'un n'est pas, que s'ensuit-il pour lui? Septième hypothèse, si l'un n'est pas, que s'ensuit-il pour son rapport, disons, aux autres? Il n'a aucune détermination. On arrive à une autre contradiction. Huitième hypothèse, si l'un n'est pas, que deviendront les autres? Et neuvième hypothèse, si l'un n'est pas, quelles négations s'en suivront pour les autres? Il y a d'autres formulations possibles de ces hypothèses, mais grosso modo, bon, c'est toujours un peu la même idée. Les 5 premières, hein, si l'un est ou existe ou est en relation avec l'être, qu'est-ce qui se passe pour lui et pour le reste? Et s'il n'est pas, que se passe-t-il pour lui
et pour le reste, et si c'est pour le reste, de manière positive ou négative. Alors, qu'est-ce que Platon a voulu faire, hein, là, qu'est-ce qu'il s'est proposé en écrivant le Parménide? On a déjà vu un petit peu, mais parce que c'est une question qui a soulevé beaucoup de controverses. Pourquoi ce dialogue? Je disais que même dès l'Antiquité, dès Proclus, certains minimisent l'importance de ce dialogue, et notamment de la deuxième partie, avec les 9 hypothèses. Ce n'est qu'un pur exercice. Et donc ça, c'était vrai dès pratiquement les successeurs de Platon. Et d'autres ont dit non, c'est pas simplement de la logique, mais c'est de l'ontologie, c'est-à-dire c'est vraiment une problématique profonde sur l'être, c'est-à-dire sur le cœur du réel. Et donc, bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'auteurs qui pensent qu'il y a vraiment du contenu, c'est pas simplement un exercice formel, hein, mais qu'il y a vraiment un contenu profond et ontologique derrière toutes ces hypothèses. Alors, en fait, ce qu'on peut dire, la conclusion à laquelle moi je suis arrivée, c'est que Platon prend les Parménides et Zénon à leur propre jeu. Puisque Parménide, mais surtout Zénon, étaient passés maîtres dans l'art de la dialectique, hein, c'est-à-dire de questionnement et réponse. Et donc il va utiliser leur méthode. C'est pour ça qu'on peut aussi penser que c'est de là d'où vient l'importance de la dialectique dans l'école platonicienne, dans la vision platonicienne, c'est qu'il se rend compte que c'est un outil très puissant. Et il montre la puissance de cet outil dialectique, justement, parce que dans la bouche de Parménide lui-même, finalement, on arrive à démonter la vision de Parménide. Donc, il va un peu les piéger, hein, en utilisant cette méthode pour montrer les contradictions de la doctrine de Parménide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner uniquement à partir de l'un, y compris en se demandant si l'un est ou si l'un n'est pas. Puisqu'on arrive à une impossibilité de relier cette existence du un avec le multiple. Et Parménide n'est pas idiot, il sait bien que le multiple existe, mais pour lui, ce multiple n'a pas de réalité. Donc là, c'est vraiment une question de regard à ce à quoi on attache de l'importance et un fondement ontologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que l'un est ce qu'il est, le multiple est ce qu'il est. Donc, je crois que Platon donc, cherche à se positionner par rapport à Parménide. Hein, j'insiste, c'est déjà fait par rapport à Héraclite, puisqu'il n'épouse pas non plus la formule d'Héraclite où tout bouge, tout change. Puisque dans la vision de Platon, tout bouge pas, tout ne change pas, puisque ce monde des formes en soi ne bouge pas. Il est éternel, universel, immobile, il est immuable, pas immobile, immuable. Donc il n'est pas d'accord avec la vision totalement héraclitéenne de dire tout bouge, tout change, tout se transforme. Il dit non. Donc ça c'est clair. Bon, maintenant, par rapport à Parménide, puisque c'est vrai qu'il est assez parménidien quand même, Platon, dans le sens de dire, bon, il y a ce monde de l'unité, donc, mais il faut aller plus loin pour dire en quoi je me distingue de Parménide. Et donc, évidemment, ça a d'autant plus de force de mettre le questionnement et les contradictions dans la bouche même de Parménide. Donc ça, c'est un aspect intéressant.
pour montrer que, finalement, si on pousse jusqu'au bout les conséquences des hypothèses de Parménide, on arrive au néant, à l'absurde, ou au scepticisme le plus radical, c'est-à-dire le fait de ne pouvoir rien dire de rien. Ce qui a été repris par un secteur courant sceptique, justement. On suspend le jugement, parce que de toute façon, tout ça est tellement... nous échappe tellement que ne disons rien de rien, on ne peut rien même penser de rien. Donc ça, c'est le positionnement de Platon. Si on pousse jusqu'au bout, on arrive à l'agnosticisme, que Dieu n'existe pas, ou au scepticisme, ce qui n'est pas son positionnement. Donc, c'est une manière, en fait c'est un dialogue qui explique et fait pas la promotion, mais essaie de diffuser cette idée que seule la théorie de la participation peut résoudre ce problème, pas simplement d'Héraclite et de Parménide, mais du rapport mystérieux entre l'un et le multiple. Donc c'est une apologie, en fait, de la théorie de la participation. Pour ça, je crois que on peut évidemment se prendre la tête et passer toute une vie à essayer de mieux comprendre les 9 hypothèses. Mais moi, je choisirais davantage, vraiment, comme j'essaie de le faire ce matin, cette première partie du dialogue, où là, il y a vraiment ce questionnement sur qu'est-ce que c'est que la participation, qu'est-ce que ça veut dire que le monde sensible participe du monde intelligible. Parce qu'on a beaucoup brocardé Platon en disant oui, tu nous dis que le cheval est cheval parce qu'il participe de l'idée. Bon, avec ça, tu ne fais pas avancer le problème. Hein. Ou que lorsque l'artisan fabrique un lit, il va devoir se brancher sur l'idée du lit pour faire un lit, même s'il n'a pas vu toutes les formes de lit. Hein. Donc, voilà. Et si on veut donc vraiment comprendre en profondeur cette théorie de la participation, qui est quand même un des grands apports, pas simplement de Platon, mais de la philosophie grecque, c'est un texte essentiel. Et après, les 9 hypothèses reprennent des exemples qui sont étudiés mais pas développés dans la première partie, sur le rapport du tout et des parties et ces couples d'opposés qui reviennent sans arrêt, le semblable, le dissemblable, l'égal, l'inégal, le petit, le grand, le limité, l'illimité, parce que ça pose aussi toute la question de la limite, hein, ou de la finitude. L'un est-il limité, illimité, et s'il est illimité, perd-il ses caractéristiques? Enfin, ça c'est les grandes questions. Donc, les 9 hypothèses, ça si jamais vous réattaquez à l'ouvrage, ce sont effectivement des exemples pour développer la théorie de la participation et la théorie des idées formes. Ce sont des exemples. Mais c'est plus difficile, incontestablement, ou alors il y a vraiment un contenu, mais qui n'a pas encore été développé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on continue à étudier ce texte, et les interprétations continuent de voir le jour. Hein, c'est un sujet qui n'est absolument pas fermé. Et donc, ce que l'on peut voir, et ça peut faire l'objet des études à venir, c'est de positionner tous les courants qui vont venir après, notamment les néo-platoniciens, bon, les aristotéliciens bien sûr, mais les néo-platoniciens dans leur diversité, mais aussi l'idéalisme de Berkeley, enfin tous les courants philosophiques de l'Occident, de les positionner par rapport à ces hypothèses. C'est-à-dire
puisque chacun va prendre peut-être un aspect d'une hypothèse, notamment par rapport, je disais, aux hypothèses négatives. Ça va être repris par Nicolas de Cus ou d'autres à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance, ce qu'on va appeler la théologie négative. Donc, c'est intéressant de voir comment ce dialogue et ces hypothèses vont irriguer tous les courants philosophiques à venir. Mais surtout religieux, Non. Quand je parle des néoplatoniciens, c'est philosophique. Mais bon, c'est vrai qu'à partir des premiers siècles de l'ère chrétienne, il va y avoir une imbrication, ça on le sait, entre philosophie et théologie. Mais les écrits philosophiques vont être imprégnés de cela, et on peut pas faire des catégories, mais de voir un peu les choix ontologiques ou métaphysiques qui sont faits par les philosophes à partir de ces questionnements. Est-ce qu'on va choisir plutôt l'un? Est-ce qu'on va choisir plutôt le multiple? Comment on va résoudre l'interaction entre les deux? Et là, c'est comme sur une ligne, il y a toutes les proportions, si vous voulez, qui permettent de définir les courants philosophiques. Ceux qui seront plus transcendants, ceux qui seront plus immanents, qui vont plutôt prendre l'idée de l'un existe ou l'un n'existe pas, etc. Et ça permet donc de situer, mais là, il faut travailler un peu plus pour voir si on peut arriver à situer les courants philosophiques par rapport à ces hypothèses du Parménide. Mais à condition de voir dans chaque hypothèse quel est le positionnement essentiel, ce qui n'est pas évident. Parce qu'en plus de la complexité du texte, quand même, il y a aussi le problème de la traduction. Parce que ça n'a pas été traduit de la même manière. Donc, si vous étudiez, prenez toujours les dernières traductions, les traductions les plus récentes, parce que c'est là où il peut y avoir le moins de contresens. Pas qu'il n'y en ait pas, mais moins, peut-être, de contresens que dans les traductions plus anciennes, des années 60, 70, où les traductions de Platon étaient très imprégnées de visions chrétiennes. Et où là, il y avait parfois des projections qui amenaient à des contresens. Alors, pour vous rassurer, pour finir de vous rassurer complètement, nous n'abandonnerons pas cette idée, ce sujet des idées, formes et tout ça, puisque dans le sophiste et le politique, c'est un sujet qui va revenir, mais de manière un peu plus légère. Pour finir là de manière totalement légère, avec la lettre 7 et l'Hippias. Mais le sophiste et le politique, ça fait partie d'un ensemble avec le Théétète et le Parménide. Et c'est les œuvres vraiment de maturité et de fin de vie de Platon. Ça va? Oui. Bravo, hein. Merci. Hein.